Pas de présidentielle sans les essentiels. C'est le combat qu'on va chercher à mener cette semaine pour l'imposer dans l'élection là, à venir. C'est que voilà, le président de la République il nous avait dit il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Il serait temps de s'en rappeler, puisque dans 40 jours on vote. Est-ce qu'on va voter pour quelqu'un qui va changer ça, qui va changer le fait que Hayat, accompagnante d'enfants en situation de handicap, elle doit courir entre 8 gamins, qu'elle est lassée de faire son travail comme ça parce qu'elle a le sentiment de mal le faire, en plus d'être payée 864 €, il me semble, donc moins que le SMIC sous le seuil de pauvreté. De la même manière pour Jeannette, femme de ménage à l'Assemblée nationale, même si on a réussi à gratter le 13e mois, et de la même manière pour Martine, auxiliaire de vie sociale. Bon, on va me dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment, il y a l'Ukraine. Je voudrais dans ce bulletin, d'abord, venir dire que de toute façon, c'est jamais le moment. Et ensuite, face à l'Ukraine, face au désastre du monde, face à la crise climatique, je voudrais qu'on ait un état d'esprit. Donc d'abord, c'est jamais le moment. Moi, si tu veux, dans mon boulot, ça fait 20 ans maintenant, 23 ans, je suis dans ma 23e année de fakir. Mon mot d'ordre, au départ, c'était l'actualité ne m'intéresse pas, c'est le bruit des vagues en surface. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement des plaques tectoniques en dessous, c'est-à-dire la réalité. Et il y a toujours 1000 raisons de ne pas s'intéresser aux poules en batterie, parce que c'est normal. De ne pas s'intéresser aux délocalisations, parce que c'est normal. De ne pas s'intéresser aux ouvriers qui sont licenciés, parce que c'est normal. Et de ne pas s'intéresser aux contrats emploi solidarité dans les hôpitaux. Enfin, voilà. Tout ça, ça fait 23 ans que de toute façon, il y a toujours 1000 raisons de ne pas s'intéresser à ça, parce que finalement, ça fait partie du paysage. C'est dans l'ordre des choses. Je dis toujours, c'est comme quand on se balade là, au Parc Saint-Pierre, sur l'herbe, on marche sur des fourmis, on s'en rend même pas compte. La société, elle est pareille. Elle marche sur des fourmis humaines, elle marche sur Martine, Hayat, Assia. Il y a toujours, dans le débat politique et médiatique, il y aura toujours plus noble, toujours plus important, toujours plus haut, plus élevé, tu vois, tous ces qualificatifs qui font que dès qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on se demande comment vivent vraiment les gens, c'est pas le moment. Bon, donc moi je pense que c'est toujours le moment. Tu crois que pour les conseils d'administration du CAC 40, on leur dit c'est pas le moment de verser des dividendes? Tu crois que là les milliardaires ils font le plein de Rolls, ils font le plein de Porsche, ils font le plein de jets, ils font le plein de yachts, tu vois? Est-ce qu'on leur dit ah mais c'est pas le moment, il y a l'Ukraine? Non. Par contre, quand les gens ils devraient se bouger pour aller gratter un salaire décent pour le travail qu'ils font, là on viendrait nous dire c'est pas le moment. Tu vois, c'est comme c'est à géométrie variable cette histoire de c'est pas le moment. Bon, allez. Donc pas de présidentielle sans les essentiels, et l'idée là c'est ce samedi 5 mars à Paris, place de la République, avec, on espère, un gros événement, une projection géante de Debout les femmes, l'hymne repris par des milliers de personnes à cette occasion-là, avec Martine, Hayat, mais aussi Caroline Dehaas et ainsi de suite qui vont venir parler à la tribune. C'est le moment d'interpellation des politiques pour leur dire, bon alors, qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus? Qu'est-ce que vous avez prévu pour tous ces métiers de la seconde ligne, dont vous dites qu'ils sont indispensables, qu'ils sont essentiels, mais qu'est-ce que vous avez changé là-dessus? Pour l'instant, ça n'appartient pas au débat public. Eh bien, il faut que le week-end prochain, cette question-là, elle soit posée par toutes les Léa Salamé du pays, tous les Ruth El-Kriev du pays, toutes les Jean-Michel Apathy du pays, et que les candidats à la présidentielle, de Pécresse à Mélenchon, de Zemmour à Marine Le Pen, d'à Yannick Jadot à Anne Hidalgo, tous, ils soient interrogés sur qu'est-ce que vous avez prévu pour Martine, Hayat et Jeannette. Tu vois, c'est l'objectif du week-end prochain, et pour ça, il faut que ça bouge. En dessous, il faut que ça bouge place de la République, mais quand je vois la presse régionale, il y a aussi des tas de projections qui sont prévues à Najac, à Najac, enfin dans des petits bleds un petit peu partout dans le pays. Et il faut que ça soit joyeux. Alors on va me dire, ah mais il y a l'Ukraine, tu vois, je vais y revenir après sur cette contrition. Tu vois, tu prends le fouet, tu te laboures le dos avec des clous, il y a l'Ukraine, il y a l'Ukraine, il y a l'Ukraine, et donc ça interdirait la joie, ça interdirait ce surgissement d'espérance, quelque part. J'étais content d'emmener Martine, Hayat et Jeannette au César. Et même au Fouquet's, ensuite. Tu vois, moi, j'ai jamais mis les pieds. Mais, et d'ailleurs, Jeannette, quand elle était dans la rue, tu sais, les gendarmes, ils allaient nous contrôler et tout ça.
Et elle, comme elle s'était mise dans une belle robe rose et qu'on la lui portait pour pas qu'elle traîne à terre, ils avaient l'impression que c'était une star américaine, tu vois, une réincarnation de Joséphine Baker. Et les gendarmes, ils étaient très déférents à l'égard de Jeannette, femme de ménage, à l'Assemblée nationale. Et donc, ça me fait penser, tu vois, tu la mettras en fin, peut-être, de bulletin. Quand la chanson de Loïc Lantoine, quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Puis il y a même ce paragraphe qui correspond à Jeannette, au Fouquet's. Quand les Rolls changeront de carte grise, quand les Maximes changera de client, quand les Smoking changeront de valise, alors l'a dit les gentlemen. Et les gentlewomen aussi. Mais donc voilà, je suis content quand on produit ce moment d'inversion de l'ordre social. Merci patron est quelque part un espèce de carnaval avec le haut qui passe en bas et le bas qui passe en haut. Et ben Jeannette sur le tapis rouge des Césars, Jeannette au Fouquet's, Jeannette qui est un peu superstar. Bon, je suis content de produire des moments comme ça. Et c'est pas fini, voilà. Et samedi, ça continue, et ça continuera encore après. Alors maintenant, l'Ukraine. Tu sais, souvent, je me sens un peu illégitime à parler de sujets tant que je les ai pas bossés à fond. C'est-à-dire tant que j'ai pas lu des livres en détail là-dessus, tant que j'ai pas entendu des gens pour en parler, et tant que je me suis pas fabriqué une pensée propre qui vont donner une parole personnelle, avec peut-être des erreurs à l'intérieur, mais des trucs que j'aurais au moins conçus de moi-même, plutôt que d'avoir le sentiment d'être l'espèce de perroquet d'un esprit du temps, tu vois, et quand bien même ça serait un esprit de mon camp. J'aime pas ça. Sur l'Ukraine, je risque d'énoncer au mieux des banalités et au pire des inepties. Donc je préfère me donner encore le temps de construire ma pensée là-dessus et dire franchement que c'est une limite que j'ai aujourd'hui, une limite dans la diplomatie, dans la géopolitique, dans l'international. Je disais souvent pour rire avant, bon, quand je vais dans l'Aisne, déjà, pour moi, c'est l'Extrême-Orient, quoi. Alors maintenant, je vais jusqu'en Lorraine ou en Alsace, t'imagines. Donc, je pense que c'est un terrain sur lequel j'ai besoin de bosser pour me sentir validé. Je vois qu'il y a des gens qui passent à la radio et qui sont tout à fait capables de me parler de trucs qu'ils ignoraient un quart d'heure avant, tu vois. Je sais pas faire ça. Il faut que j'ai le temps d'appropriation. Ce qui est un peu bizarre dans mon cas, c'est que ça fait 23 ans que je lis le monde diplomatique. Donc normalement, sur ces questions-là, il y a des trucs qui se sont mis d'équerre, mais c'est pas encore structuré dans ma tête. Tu sais que mon premier livre écrit, qui aurait mérité d'être publié, je pense, c'est un bouquin qui s'appelait Retour de Biélorussie, puisque j'avais un pote biélorusse qui était le camarade avec qui j'ai lancé Fakir, qui était un ultra-libéral partisan de la thérapie de choc de Yeltsin. Et lui, dans son esprit, il fallait licencier tous les ouvriers de Biélorussie, tous les ouvriers de Russie et tous les ouvriers des pays de l'Est. Et puis après, on y verrait un peu plus clair. Donc je l'avais accompagné dans son pays et on avait passé un moment à rencontrer des kolkhosiens, à rencontrer des anciens ministres, à rencontrer des policiers pour comprendre d'abord comment les gens concrètement vivaient avec 40 € par mois. Tu vois, et pourquoi ils restaient dans ce pays-là attachés quelque part à un petit bout de l'Union soviétique. Donc voilà, j'avais mené ce travail-là, ce qui fait que et ce travail-là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai écrit ce bouquin-là pendant que j'étais aux États-Unis. Et pendant que j'étais aux États-Unis, je me souviens de Yeltsin descendant de l'avion rond comme une queue de pelle, tu vois, prêt à se vautrer sur le sol, et c'est les gens autour de lui qui le maintenaient debout et accueillis par ça devait être Bill Clinton à l'époque. Et cette espèce d'humiliation, de naufrage de la Russie, et finalement Yeltsin bien aimé par l'Occident parce qu'il était à genoux, tu vois. Donc bon, j'ai des choses dans ma tête sur ce qui se passe sur le conflit ukrainien, sur ce qui peut-être pourrait être des modes de sanctions. Évidemment, comme reporter, je me suis baladé à Monaco, puisque je suis allé au Monaco Yacht Show, et que dans le coin là-bas, on voyait bien combien tout était truffé des oligarques russes et des champions du gaz, des champions au fond de l'extorsion de fonds de leur propre pays, qui venaient remettre là avec des piscines géantes et des espèces de châteaux le long de la mer. On voit combien il pourrait y avoir un mode de rétorsion sur l'entourage, sur l'élite russe. Mais je veux poser ça qu'avec beaucoup de prudence parce que je suis pas arrivé à maturité dans ma réflexion vis-à-vis de l'Ukraine.
Mais c'est pas comme si vous manquiez de voix pour vous en parler, pour vous dire ce qu'il vous fallait faire. Vous ouvrez la radio et tout le monde a son avis là-dessus. Non mais, et puis sans doute des avis très informés. Donc il n'y a pas de nécessité que là, aujourd'hui, je suis pas candidat à l'élection présidentielle, que je me positionne là-dessus. Tu sais, c'est peut-être ma méthode. J'ai une méthode de reporter, j'ai une méthode de journaliste qui fait que, au fond, quand je me positionne sur des dossiers, c'est après quand même les avoir longuement étudiés. On peut trouver que ce que je raconte, c'est des salades, que je me plante et ainsi de suite. Mais moi, j'ai bossé. Et c'est rare, au fond, que des semaines, des mois ou des années après, je viens de dire le contraire. Je déteste ça. J'essaye d'avoir une espèce de cohérence interne dans la durée qui fait que j'avance dans ma parole publique une fois que c'est clair dans ma tête et que je pense que ça va tenir. Pour pas revenir en arrière, tu vois. Et donc, ça veut dire y aller mollo. Alors évidemment, quand le réel et les temps crus vont bien plus vite que ma pensée, ça peut être un problème. Mais je suis pas candidat à la présidentielle, donc j'ai pas de nécessité aujourd'hui de répondre sur tout. En revanche, ce à quoi je m'engage, c'est à progresser là-dessus. Vraiment, tu vois, je sens cette lacune et je m'engage à bosser sur la France en Afrique, à bosser sur les rapports avec la Chine, à bosser évidemment sur la Russie, à bosser sur l'Amérique du Sud. Enfin voilà, donc je pense que là, il y a un gros point aveugle dans mon boulot et qu'il faut que je progresse là-dessus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que à la réunion où j'ai déclaré ma candidature à Pikini, le lundi soir, donc c'était avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je disais, bah voilà, pour mon prochain mandat, si jamais les électeurs de mon coin ils me renvoient à l'Assemblée, je choisirai sans doute la Commission des Affaires étrangères parce que je sens que c'est là-dessus que je dois bosser. Sur l'économie, le social, l'écologie, il me semble que j'ai mis des trucs au clair dans ma tête et que je sais ce vers quoi je veux aller. D'ailleurs, tu vois, je vais faire le lien. Je pense que la guerre, là, tout comme le rapport du GIEC, là, qui vient d'être rendu il y a 7 minutes, qui nous dit que c'est un terrible avertissement, qui prévient qu'en France hexagonale, on va avoir 4 risques à affronter: la chaleur, les pertes agricoles liées à la sécheresse, le manque d'eau, les inondations et la montée des eaux, tu vois. Tout ça me fait dire qu'il faut aller vers une économie de guerre. Une économie de guerre climatique. Si jamais la crise russe, elle amène à une montée du prix du blé, à une montée du prix du gaz, et surtout, au-delà de cette guerre, dont on peut espérer qu'elle soit temporaire, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas être temporaire, c'est les bouleversements climatiques, on ne peut pas s'en sortir avec la pensée de Macron, la pensée de Pécresse, la pensée de Zemmour, la pensée de Le Pen, qui est quoi? Qui est la pensée des années 90. Qui est la pensée d'un temps où il fallait du marché, de la concurrence, du laisser-faire, qui est la pensée de Thatcher, qui est la pensée de Reagan, et qui est aujourd'hui une pensée dépassée. Face à ça, ce qu'il faut, c'est une économie dirigée. Attention, une économie dirigée, ça ne veut pas dire une économie où on nationalise tout. Mais ça veut dire, en revanche, une économie où, comme l'a fait Roosevelt, pour remporter la Deuxième Guerre mondiale, on dirige l'économie vers les buts qui sont à atteindre. Aujourd'hui, l'économie, elle n'est pas dirigée vers des buts à atteindre. L'économie, on la laisse vivre comme ça, et elle produit des yachts, et elle produit des jets, elle produit des Rolls, elle produit du parfum, et elle produit des robes à 30 000 euros. Tu vois, je regardais, puisque on se demandait si pour amener Jeannette et les autres au César, on prendrait pas une robe Chanel, c'est 30 000 euros. Bon, ça calme. Mais voilà, l'économie, si tu la laisses faire, elle produit ça. Elle produit des hyper riches et puis des gens qui vont avoir du mal à acheter du pain parce que le blé va être plus cher ou des pâtes. Donc, dans ce contexte-là, dans le contexte temporaire de la crise ukrainienne, mais dans le contexte durable de la crise climatique, on ne peut pas laisser juste le marché s'arranger avec lui-même et produire une économie de déséquilibre. Il faut une économie dirigée vers des buts à atteindre, des buts contre le changement climatique. Donc ça veut dire comment on transforme les transports, comment on transporte l'énergie, comment on transforme l'industrie, comment on transforme le logement, et on agit dans cette direction-là. On nationalise pas tout, mais l'État est l'instrument qui doit dire voilà comment on va canaliser le savoir-faire, les ingénieurs, la main-d'œuvre, les capitaux
vers ces buts-là. Comment on va canaliser toute l'énergie du pays vers ce but à atteindre. Si Roosevelt n'avait pas procédé de cette manière-là, s'il avait laissé le marché décider de qu'est-ce qu'on va produire, le marché, il n'aurait pas produit des tanks, il n'aurait pas produit des porte-avions, il n'aurait pas produit des avions, tu vois. Il n'aurait rien produit de tout ça et les nazis auraient été tranquilles. Du coup, il nous faut un État qui produise une économie dirigée et pas qui refile des chèques de 100 € aux gens quand ils sont dans la galère. On va pas s'en sortir comme ça. Et là, ce qu'on a pour l'instant, c'est un État qui sait être très autoritaire avec les citoyens. On l'a vu. Avec le Covid, t'as pas le droit de sortir à 1 kilomètre de chez toi, tu dois remplir des papiers, tu portes ton masque à 1 mètre de distanciation. Ça y est, il y a le couvre-feu 19h, 20h, 21h. Et un État qui est complètement laxiste, qui est complètement dans le laisser-faire à l'égard des industries, des multinationales. Bah, vous produisez ce que vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, quoi. Et on ne peut même pas le faire sur le médicament. Même sur des trucs qui sont, dans le cadre de la crise sanitaire, étaient une nécessité d'urgence. Même dans le cadre des vaccins, on a laissé encore cette économie du laisser-faire. Donc il nous faut là, je pense que la crise ukrainienne va venir rajouter une couche de plus, en plus de la crise climatique, à l'échec d'un État qui laisse faire et à la nécessité d'un État qui dirige l'économie, qui canalise, qui priorise. Tu vois, Paul Jorion, quand on l'interrogeait, il disait que, bon, puisque Macron a parlé de guerre, il faut une économie de guerre. L'économie doit être dirigée, c'est-à-dire pas nationalisée, mais guidée vers des objectifs. L'impératif social et l'impératif écologique. L'économie ne peut plus être libre. Il faut l'orienter vers des fins, vers des buts, vers un plan général. En 1940, les dépenses militaires ne représentaient que 2% du budget américain, contre 42% en 1944, multiplication par 21 en 4 ans. Cette année-là, l'impôt sur le revenu rapportait 20 fois plus qu'avant le conflit, l'impôt sur les sociétés 16 fois plus. Le bouquin de Richard Wilkinson, tu sais, ce qu'on a écrit sur l'égalité est meilleure pour tous, il montre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moment où l'espérance de vie a le plus augmenté chez les civils. 6 à 7 années de gain d'espérance de vie. Que, à ce moment-là, les niveaux de vie matériels, en moyenne, ils ont baissé, mais que ça a très 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 nettement augmenté pour les classes populaires, pour les ouvriers, pour les employés, quand on a fait diminuer le niveau de vie des classes supérieures. Pourquoi? Parce que ça a été un moment où on a procédé à du rationnement, mais aussi à de la répartition des richesses les plus essentielles. On a interdit la production d'un certain nombre d'objets qui paraissaient pas immédiatement nécessaires à la guerre. Et c'est le moment où les taux de pauvreté ont été diminués par 2 en Grande-Bretagne. Évidemment, je pense que c'est le chemin qu'on doit prendre. C'est-à-dire non pas faire taire le désir d'égalité dans le pays, mais au contraire que l'égalité soit une réponse aux crises en cours. Et que ça soit la nécessité d'une cohésion nationale, elle passe par le fait qu'il n'y a pas des hyper riches qui s'excluent des mesures et qui continuent à acheter des Rolls, des yachts et compagnie, pendant qu'on vient dire aux pauvres ou aux gens normaux, bah alors là, votre gaz, vous allez le payer 50% plus cher, vous allez plus pouvoir vous chauffer, vous allez faire votre vaisselle à l'eau froide. Enfin, c'est ça qui est en train de se passer. Donc là, c'est d'autant plus une nécessité d'un rééquilibrage de la société si on veut répondre ensemble aux crises. Alors là, il y a la crise ukrainienne, mais plus globalement à la crise climatique. Maintenant, je voudrais terminer sur l'état d'esprit. Le pouvoir nous veut en dépression. C'est 40 années de libre-échange qui font qu'on a installé de la dépression dans les classes populaires, avec du chômage, avec des boulots précarisés, avec des payes en dessous du SMIC ou à peine au-dessus. Bon. Ensuite, on a 5 années de macronisme et 2 années de Covid qui ont installé une dépression dans le pays. Et là, la crise ukrainienne, ça va être utilisé comme un motif d'inquiétude de plus. Allez, on sort le fouet avec des clous au bout, on se bat le dos, c'est terrible ce qui nous arrive. Dans ce contexte-là, c'est pas le moment de sourire, c'est pas le moment de chanter, c'est pas le moment de danser, tu vois, c'est pas le moment de sortir de chez vous. Non, il n'y a pas de lien entre les deux. Le Front populaire, l'explosion de joie du Front populaire,
les congés payés, l'occupation des usines avec l'accordéon, ça s'est produit alors qu'il y avait la guerre d'Espagne, alors qu'il y avait l'Italie qui était fasciste, alors qu'il y avait l'Allemagne où Hitler avait pris le pouvoir. Et c'est pas de la faute des ouvriers du Front populaire si tout ça s'est installé autour d'eux et si finalement la France a été vaincue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, moi j'ai participé au bouquin Les Jours Heureux avec coordonné, on va dire, par Gilles Perret et tous ses copains. Mais sur le programme du Conseil national de la résistance, ils pondent les jours heureux dans la période la plus sombre de l'histoire. La crise ukrainienne ne doit pas être utilisée comme un couvercle de plus mis sur les âmes. Comme une inquiétude, tu as déjà l'inquiétude climatique, tu as l'inquiétude du chômage, tu as l'inquiétude du Covid, et maintenant on va te rajouter l'inquiétude ukrainienne. Non, il faut agir. C'est pas une raison pour dire à Martine, Hayat et Jeannette, vous devez pas bouger, vous devez vous résigner, vous devez vous baisser les bras, vous n'avez pas le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de danser, vous n'avez pas le droit de venir chanter samedi, place de la République, debout les femmes. On attend la réponse de l'Allemand, quoi, le préfet de Paris. Pour terminer, alors je viens de lire Sébastien Haffner, Histoire d'un Allemand. Donc c'est un jeune homme bourgeois à l'époque, au moment de la montée du nazisme, entre 1914 et 1933, un juriste, et il étudie quelque part son état d'esprit et l'état d'esprit des Allemands. Et il dit, ils ont sombré par millions dans la dépression. Et il montre comment la dépression a été cet allié de Hitler. Que c'est ça qui a permis que les gens ont capitulé, ils ont molli, ils ont cédé. Et d'abord les élites, les chefs de parti, la presse, ils ont abandonné avant même de lutter. Parce qu'il y a eu la dépression. Et je pense qu'on ne doit pas se laisser contaminer par cette dépression. Et on peut dire qu'un remède à la dépression, c'est évidemment la joie. Et je viens de terminer aussi le livre de Michael Fosser, Quartier Rouge, Le plaisir et la gauche, qui dit qu'en gros, la gauche est une peine à jouir quand même, quoi, tu vois. Bon, que maintenant, le plaisir, il est à droite. Eh ben, il faut qu'on remette le plaisir à gauche. Il faut qu'on ait de la joie à gauche. Ce que j'essaie de faire. Hein. Alors, et donc, bah voilà, le plaisir, il peut commencer à être ensemble ce samedi, place de la République. Et il écrit, il faut miser sur les émotions qui rendent les consciences heureuses, sans pour autant les rendre satisfaites. Évidemment, on ne sera pas satisfait de l'ordre du monde, mais c'est pas une raison pour pas éprouver la joie d'être ensemble, la joie de chanter ensemble, la joie de regarder un film ensemble, et éventuellement la joie de huer Macron ensemble. Bon, bon, donc voilà. Et bon, alors je sais pas, on peut le dire en dernier. Donc sera projeté Debout les femmes, dont le DVD vient de sortir, c'est un bel objet. Franchement, je suis fier quand il y a des choses comme ça qui sortent, qu'on a fabriquées. Donc on a mis l'introduction au rapport parlementaire sur les métiers du lien, on l'a mis là, les liens sinon rien. Et puis il y a la fiche du film, il y a le DVD, et il y a l'hymne des femmes en ouverture, un joli coffret en carton. C'est vrai, c'est mon côté, j'aime bien garder des trucs, t'as vu, ma collection de DVD. Je suis toujours pas passé au numérique, les achats de VOD, les plateformes, bidule truc. Bon, voilà, je reste avec mes petits DVD empruntés à la bibliothèque ou achetés. Bon, voilà. Donc, rendez-vous samedi, place de la République pour ceux qui veulent. Et puis sinon, on continue et on ne se laisse pas gagner par la dépression. La dépression, c'est l'outil de l'adversaire. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je fasse manger ma fille. Ouais. C'est des pâtes, j'ai complètement raté, j'arrive même à rater mes pâtes, tu vois. Je fais de la bouillie. Bon, mais écoute, la joie gustative, ce sera pour un autre jour chez moi. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouzes, elles changeront de doigts, quand l'Omar, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez, même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais
quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors on l'a dit, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiède, quand les bagouses elles changeront de doigt, quand l'Homer il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. La 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 la, les PDG.